Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Salut Aurélien, je suis rentré à Marseille et j'ai vu Alpha hier. Ça m'a vraiment bien plu et même je me suis dit que peut-être avec son troisième film, je pouvais me lancer dans une analyse du style Julia Ducournau pour une vidéo sur ma chaîne Ciné Chamanisme, comme je l'avais fait avec Robert Eggers pour The Northman. Donc c'est pas mal de boulot, mais je me dis que peut-être aussi ce podcast et nos discussions peuvent m'aider. Donc si ça te tente, voilà, de faire une discussion sur ce film quand tu l'auras vu et que ça te dérange pas que je sorte une vidéo peut-être dans la foulée, et ben go. Salut Mister C, écoute, je suis allé voir Alpha hier et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'attentes autour de cette sortie. Déjà à cause de son accueil plus que mitigé à Cannes. Le film s'est fait pas mal descendre par la critique. Et puis, je crois qu'il faut préciser que Julia Ducournau, c'est une réalisatrice qu'on affectionne particulièrement tous les deux. Je crois qu'on s'est rencontrés à peu près à l'époque de la sortie de Grave, son premier long métrage. Toi, tu écrivais encore au blog du cinéma à l'époque. Et puis par la suite, on est allé voir Titane tous les deux au cinéma au moment de sa Palme d'Or. Donc voilà, je pense que ça faisait sens là de parler de ce troisième long métrage. Surtout dans ce contexte un peu particulier de sortie un petit peu électrique qui vient clôturer à la fois l'été et puis qui annonce un petit peu la rentrée ciné, quoi. Alors pour être totalement honnête, moi je suis assez partagé à la sortie de ce film. Je trouve qu'il est assez inégal. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas totalement, notamment au niveau de l'écriture des personnages, du scénario et aussi au niveau de certains dialogues. Mais de l'autre côté, le film arrive bien à m'embarquer dans toute sa dimension sensorielle que tu as bien décrit dans ta vidéo sur ta chaîne Ciné Chamanisme. Enfin, je trouve le film inégal, certes, mais je trouve qu'il mérite pas cet acharnement critique qu'il a reçu. Je pense que le contexte Cannes y a fait beaucoup, puisque c'est un moment assez particulier pour la critique, où les passions sont un petit peu exacerbées. Il y avait aussi beaucoup d'attentes autour de cette réalisatrice qui a reçu une Palme d'Or dès son deuxième film. Donc voilà, c'est souvent un peu particulier le retour d'un cinéaste après sa Palme d'Or. Donc voilà, je pense qu'il y a un contexte qui a joué dans cet accueil critique. Disons que globalement, l'enthousiasme l'emporte sur les quelques faiblesses que je pourrais reprocher au film. Pour moi, ça suffit pas à en faire un échec. Je trouve que les critiques sont assez dures avec elle. Mais bon, pour moi, elle arrive à prolonger ce qu'elle a installé au début de sa filmographie. Et voilà, ça en reste un film assez passionnant à plein de niveaux. Donc voilà, je sais pas par quoi tu as envie de commencer à discuter. Peut-être que tu pourrais nous faire un petit résumé d'Alpha pour commencer. Je peux totalement essayer de faire un résumé du film Alpha, donc sans notes, sans préparation, sans filet. Je dirais que Alpha, c'est l'histoire à la fois de la petite fille éponyme, Alpha, qui est assez vite adolescente dans le film de Julia Ducournau, et qui va avoir un incident lors d'une soirée alcoolisée. Donc je pense qu'elle doit avoir 13 ans, elle est au collège, alors qu'elle est inconsciente, on lui tatoue sur le bras une lettre A. Et lorsque elle se réveille, elle constate à quel point tout son entourage est affolé de cette épreuve qu'elle a subie sans s'en rendre compte, parce qu'on est dans un monde où une maladie mystérieuse se passe d'humain à humain, notamment par le sang. Et c'est pas sans rappeler évidemment le sida, les années sida. À partir de là, on va suivre d'un côté Alpha qui fait face à une forme de peur du côté de ses camarades, des parents d'élèves, même des enseignants. Et de l'autre côté, dans le passé, on suit plutôt sa mère, Goshite Farhani, qui est médecin au moment du pic de l'épidémie de cette maladie mystérieuse qui n'a pas de nom
mais qui a pour principal symptôme de transformer les gens en statues, ce qui est un effet visuel assez étonnant. Et ces deux lignes temporelles, passé et présent, convergent, un peu comme la lettre A, donc le bâton de gauche et le bâton de droite, vers un point final où passé et présent se confondent. On ne sait plus trop si on est dans le passé ou si on est dans le présent, notamment parce qu'il y a un troisième personnage qui circule entre les deux timelines, qui est l'oncle de Alpha, qui est lui aussi atteint de cette maladie mystérieuse et qui en plus est toxicomane, et donc son comportement donne beaucoup de difficultés à sa sœur Golshite Farahani, et en même temps c'est un peu un repoussoir pour Alpha parce que elle voit à quoi elle pourrait ressembler si elle était véritablement contaminée. Voilà pour le résumé, à peu de frais, mais dis-moi si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, très bon résumé, Mister C. En t'écoutant, moi j'ai envie de rebondir sur la maladie mystérieuse et son traitement. Tu l'as rappelé, ça renvoie de manière assez évidente à l'épidémie de sida. Et moi, la première chose qui m'a marqué, c'est la manière dont elle reste assez proche du réel en fin de compte. On attend souvent du film de genre qui fasse un pas de côté par rapport au réel. Là, on peut presque pas parler de métaphore. C'est plus une transposition du réel dans un univers fantastique. D'ailleurs, l'époque du film n'est pas clairement définie. On n'a pas de date précise. Mais par contre, on a des marqueurs temporels qui font clairement référence aux années 80, à travers les décors, je pense aux voitures, aux vêtements. Enfin voilà, c'est clairement de cette époque qu'elle a envie de parler et de cette épidémie en particulier. Et en fait, tout au long du film, moi je me dis, cette transposition du réel vers le fantastique, en fait, elle peut être un peu douteuse. Enfin, elle peut être un peu bancale. Enfin, ça pourrait être maladroit de chercher à esthétiser cette maladie. Tu l'as bien dit, il y a une transformation des corps qui s'opère en statues de marbre. Et c'est un parti pris esthétique et formel qui est assez audacieux, mais qui pourrait aussi passer pour une forme de coquetterie. Et pendant un moment, je suis un peu mal à l'aise avec ce choix. Et puis je suis allé regarder ta vidéo et je trouve que tu en parles bien. C'est vrai que en fin de compte, cette transposition, enfin comment dire, ce procédé formel, en fait, il prolonge complètement les obsessions formelles de Julia Ducournau. Elle a fait tout un travail autour de la dégradation du corps, la mutilation, l'hybridation. Dans Titane, on passait de l'organique au métallique. Ici, dans Alpha, on passe de l'organique au minéral. Mais d'un point de vue purement esthétique, moi, cette métamorphose des corps, je la trouve visuellement très réussie. Les effets spéciaux sont impressionnants. Ça exerce une forme de fascination. Il y a dans ces corps pétrifiés une dimension poétique. Alors après, la question, c'est est-ce que cette dimension poétique, elle est pas un petit peu déplacée pour parler de l'épidémie du sida? Si on était dans une invention complètement éloignée de ça, qui évoque cette épidémie et cette époque, tout en prenant pas mal de liberté, pourquoi pas? Là, en étant aussi près, je me demande si cette forme d'esthétisation, elle a sa place. Parce qu'en somme, cette métamorphose, je ne sais pas si elle raconte quelque chose de cette épidémie. Je crois plutôt qu'elle sert Julia Ducournau dans ses obsessions autour du corps. Mais je ne sais pas si elle raconte quelque chose de l'épidémie en elle-même. Pour moi, le traitement de la peau qui se transforme en pierre, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'était dans la continuité de ce que elle avait fait dans ces deux films précédents sur la peau. Et sans me répéter, mais je trouve que c'est aussi le jeu des acteurs et la façon dont c'est intégré à la cinématographie qui rend ça crédible. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de moments où les patients expriment de la douleur quand on les touche, ou en tout cas ils sentent quelque chose quand on touche ces parties a priori minéralisées. Et c'est ce côté très genre, c'est normal dans ce monde-là d'avoir
enfin, c'est pas de chance, mais c'est relativement connu au bout d'un moment que cette maladie provoque ces effets-là. Que du coup, moi, j'y ai cru et j'ai pas trouvé ça particulièrement esthétisant, en tout cas pas d'un point de vue qui serait pas défendable moralement. Et peut-être que ça a trait à une petite partie de mon histoire personnelle, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas dérangeant d'avoir un traitement qui prend une forme de distance poétique par rapport à l'épidémie du sida. Je disais petit rapport personnel parce que mon oncle est décédé du sida et j'ai pas, comme Julia Ducournau, peut-être eu des images aussi vives de personnes qui étaient malades parce que en fait quand il était vraiment malade nous on le voyait plus trop, on était trop loin et j'ai appris son décès quand j'avais genre 7 ans, donc à peu près genre l'âge de la petite fille dans le film. Mais pour autant, je pense que j'ai quand même grandi avec des images repoussoires, des images un peu de monstruosité de la maladie. Il s'avère aussi que du coup mon oncle Alberto, il a laissé des écrits qui ont été édités ensuite de manière posthume où la maladie fait un peu son chemin, quoi. On peut lire entre les lignes ce rapport à la maladie, au docteur, et lui-même faisait aussi un pas de côté par rapport au réalisme pur et dur en traitant le sujet de manière voilà un peu plus poétique. Donc je sais pas pour d'autres personnes qui ont été malades ou proches de malades, mais je pense que ce traitement est quand même assez respectueux. En fait, maintenant que tu me poses la question sur voilà comment j'ai reçu ce traitement esthétique de la maladie comme une transformation en marbre. J'y ai pas pensé pendant le visionnage, mais là, je me dis que c'est quand même assez proche du teint cireux que peuvent avoir les gens qui sont sur le point de mourir. Ou pour voilà avoir assisté aux dernières heures de ma grand-mère cette année. Désolé, c'est vraiment le moment autobiographique, mais c'est un teint qui est assez proche, je trouve, où ça fait ressortir les veines. D'ailleurs, on parle des veines du marbre, donc il y a quelque chose d'assez proche aussi d'une forme de peau humaine, mais poussée voilà dans ses retranchements. Et ça fait peut-être aussi le lien avec The Brutalist dont on avait parlé, qui tourne un peu autour du marbre avec cette scène dans la carrière, où il y a quand même une grande sensualité dans la façon dont est montré le marbre qui est caressé presque comme une peau. Donc je crois que c'est un choix quand même assez subtil. Je sais pas s'il a été intellectualisé par la réalisatrice. Peut-être que elle écrit, elle filme des choses qui lui viennent comme des impressions. C'est un peu une intuition que j'ai en voyant ces 3 films. Je me dis qu'elle est pas en train de chercher à tout prix à être clair sur le symbole et sa signification. Je pense que le symbole, d'ailleurs, sa première acception, c'est il manque une moitié. Donc on n'est jamais vraiment censé comprendre l'entière signification d'un symbole. Donc je crois que là, elle l'utilise plutôt bien en laissant quand même dans une part d'inexplicabilité ce que pourrait recouvrir cette notion de peau de marbre. Je m'identifie bien au regard que porte Julia Ducournau sur la maladie, parce que je trouve que c'est assez intelligent de dire on va pas raconter ça du point de vue des gens qui l'ont vécu, mais du point de vue des gens qui étaient trop jeunes pour comprendre à l'époque ce que c'était, et donc avec une forme de fascination et d'horreur, d'effroi en même temps. Donc je crois que c'est assez intéressant d'avoir pris le parti pris d'un enfant où la réalité, la mythologie se mélangent et on sait plus trop reconnaître le vrai du faux au fur et à mesure. Moi, c'est quelque chose qui me parle, mais je sais pas si c'est parce que voilà, on est à peu près la même génération avec la réalisatrice et que j'ai eu cet élément dans ma vie qui faisait que je voyais vraiment ce dont elle parlait. Mais en tout cas, je trouve ça assez juste d'avoir essayé de raconter les non-dits. Parce que pour le coup, voilà, c'est dans les années 80, c'est mort, c'était aussi entouré d'une sorte de secret. Il fallait pas vraiment raconter la véritable cause. Et à force de garder le secret, bah, du coup, il y a des non-dits qui ressortent et qui sont peut-être exprimés différemment que par des explications rationnelles et qui peut-être
peuvent peut-être prendre la forme de cauchemars ou d'angoisse, etc. Donc moi je trouve ça assez puissant quand même ce qu'elle a réussi à faire. Et ça je te le dis alors que j'ai pas forcément pensé en voyant le film, c'est plutôt pour te répondre sur le traitement de la maladie. J'extrapole peut-être parce que je sais pas quand il a écrit ça, mais du coup j'ouvre le livre dont je te parlais et je tombe sur un petit passage que je te lis. Rien n'est venu, rien ne viendra. L'eau commence à être rouge. C'est beau ces filets qui partent de moi et cuisent progressivement en s'éloignant, qui prennent des teintes de plus en plus argileuses. C'est beau cette eau céramique. Laisser une dernière chose dure derrière soi, qui ressemble à la pierre. Je suis content. Donc là, c'est un personnage qui prend un bain, et c'est suggéré qu'il se suicide. Donc je sais pas quand il a écrit ça, si il se savait déjà malade ou pas. Mais quand même, c'est assez intéressant de voir qu'il y a cette métaphore filée autour de la pierre. Donc voilà, c'est le Cantique de Cantique, Alberto Velasco. Ouais, ils sont très forts, les mots de ton oncle. Et effectivement, ça résonne bien avec le parti pris esthétique de Julia Ducournau. En fait, plus je t'écoute en parler et plus j'y réfléchis et plus je me dis que finalement, ce pas de côté poétique, c'est peut-être la meilleure manière de parler de la maladie. Et je trouve aussi très intéressant la manière dont tu parles du marbre, le lien que tu fais avec The Brutalist. Effectivement, on avait parlé de cette séquence de la carrière comme d'une forme de déambulation à travers un mausolée. C'est deux gestes de devoir de mémoire à travers un symbolisme poétique. Et tu as totalement raison, le point de vue du film se fait à travers le regard de personnages qui étaient trop jeunes au moment de la perte de leurs proches. Et c'est justement ce point de vue qui permet ce glissement vers le fantastique et le poétique. Et ça me renvoie directement à la scène d'introduction du film, dans laquelle on voit la jeune Alpha qui relie à l'aide d'un feutre les marques sur la peau du bras de son oncle. Là où on voyait des marques d'infection, le regard de l'enfant, lui, va des étoiles qu'on va relier les unes aux autres. Et ces premières images du film, c'est vraiment les premières qu'on voit. C'est presque comme un manifeste esthétique pour Julia Ducournau. C'est le réel, entre guillemets, réenchanté par le regard d'Alpha. Et ça nous renvoie au dialogue qui vient conclure le film. Je ne vais pas le dévoiler, mais effectivement, ça vient confirmer cette idée que le point de vue du film se fait à travers le regard de l'enfant. Et tu l'as bien dit, c'est un film sur la mémoire, c'est un film sur ceux qui restent, ceux qui étaient témoins de la mort de leurs proches, qu'est-ce qu'il est advenu de leurs blessures, de leurs traumatismes et du souvenir de leurs proches. Il se trouve qu'avant d'aller voir le film, j'ai vu une interview de Julia Ducournau qui disait que c'était pour elle un film de fantôme. Elle était sur Combini dans l'espèce de DVD Tech là, qu'ils utilisent pour faire parler des films que la réalisatrice ou le réalisateur a vu. Et elle disait, Alpha, pour moi, c'est un film de fantôme, comme, du coup, elle citait pas mal de films, genre Sixième Sens, etc. Et c'est vrai que ça m'a aidé, du coup, à voir le film avec une paire de lunettes, on va dire, qui me permettait peut-être de pas trop me prendre la tête avec la chronologie, de savoir quand exactement c'était totalement réaliste, quand c'était un peu fantastique et quand ça l'était complètement. Et j'ai pris le personnage de l'oncle de la petite fille comme voilà une figure qui pouvait apparaître et disparaître sans avoir à vérifier si c'était crédible qu'il soit là à ce moment-là. Et peut-être que c'est un pari qu'elle a fait et que elle s'est dit voilà, les gens vont comprendre, ou si les gens ne comprennent pas, c'est pas grave, ils peuvent quand même apprécier le film. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas mal aidé à rentrer dans le film. Ah, ça tombe bien, c'est exactement la thématique que j'allais aborder. Ouais, tu l'as dit, et Julia Ducournau le confirme. Alpha, c'est un film de fantôme. C'est un film qui est hanté par la présence de cet oncle Amin, interprété par Tahar Rahim. Et je pense que c'est difficile de parler de cette thématique sans véritablement spoiler. Et bon, puisqu'elle le fait dans ses interviews, on va le faire nous aussi. C'est vrai qu'en fait, la présence de cet oncle dans la timeline d'Alpha, c'est une présence fantomatique. D'ailleurs, il arrive dans le récit après la scène de tatouage, qui est l'élément déclencheur du film, et qui en fait ravive la mémoire de la mère et le souvenir de ce frère disparu. L'apparition de ce frère coïncide avec le retour des peurs de la mère autour de cette maladie
et de la transmission de cette maladie. Et cette présence qui ressurgit, elle vient interroger les traumas laissés par cette maladie et la paranoïa qui en découle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce personnage, c'est qu'Amin, il apparaît d'abord à Alpha avant d'être aperçu par la mère. C'est marrant, on pourrait s'attendre à l'inverse. Moi, je l'ai lu comme une manière de dire que le souvenir et les blessures contaminent également la génération qui vient. C'est-à-dire que il y a également cette idée de la transmission, la question de qu'est-ce qui se transmet. Il y a à la fois cette maladie qui se transmet, qui se répand, mais c'est aussi l'idée de la culture et qu'est-ce qu'on passe au sein d'une famille, d'une génération à une autre. Parce qu'il y a également la question de la langue et de la culture kabyle qui s'est fait des grands-parents à la mère et à la génération d'Amin, mais par contre qui n'a une transmission qui n'a pas eu lieu pour la génération d'Alpha. Là où les traumas et les blessures, eux, ont pu se transmettre. Et donc, tout l'enjeu du film, ça va être également de réparer ce qui n'a pas eu l'occasion d'être transmis. Notamment la mémoire qui s'est transmise de manière parcellaire à travers uniquement les traumas et peut-être pas ce qui aurait dû se transmettre. Tu parlais de non-dit. Effectivement, cette épidémie de sida, elle a été pas mal marquée par ce qu'on a essayé de cacher, qu'on a essayé de ne pas dire. Et dans ces silences, dans ce qu'on ne dit pas, il y a peut-être autre chose qui passe. Puisqu'on le voit bien, au moment où l'oncle réapparaît à Alpha, la jeune fille, elle ne se souvient pas de son oncle. Elle a oublié. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu du film, ça va être de réparer cette histoire de transmission. Et je parle pas de voiture. Peut-être ce qui complexifie le visionnage, c'est que dès l'introduction de l'oncle, joué par Tahar Rahim, comme tu dis, et ben la mère le voit, lui parle et interagit avec lui. Donc c'est vrai que c'est un film de fantôme un peu spécial puisque on ne joue pas du tout sur le caractère intangible ou semi-visible ou semi-transparent, je sais pas, du fantôme. Même dans les films de fantômes où ils apparaissent comme des humains, il y a cette espèce de distance, froideur avec eux. On va pas les prendre dans ses bras, on va pas confirmer leur présence dans la pièce en mode bah oui, passe-moi le sel, quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui rend le visionnage compliqué et que cette grille de lecture elle est pas évidente. Je pense aussi c'est peut-être un des aspects qui intéressait la réalisatrice de se lancer ce défi de faire un film de fantôme où enfin, rien sur le papier ne distingue un fantôme d'un personnage dit normal. Oui, je suis d'accord. Et encore, moi, j'ai une limite avec ça, c'est que, alors je sais pas, mais en fait, j'ai eu des doutes très rapidement sur sa présence et sur la possibilité que ce soit un fantôme. Et ça a été assez vite confirmé en fin de compte avec une séquence de repas familial où tous les trois vont fêter l'Aïd chez les grands-parents. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il n'y a aucune interaction avec Amin. Et donc, à ce moment-là, moi, j'avais plus de doute sur le caractère fantomatique de ce personnage. Et pour moi, c'est, je sais pas, peut-être une des premières faiblesses ou alors un angle mort laissé par le film. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de présenter cette présence et ce personnage, de laisser un mystère autour de lui et de ménager un twist final, mais qui en fait je perçois dès le début. Donc pour moi ça fonctionne pas. Il y a quelque chose là-dedans dans le traitement de ce personnage qui est pas totalement réussi, parce qu'en fait je vois où elle veut m'emmener un peu très tôt dans le film. Puis on peut le constater aussi sur les stigmates. On voit bien que dans la timeline du passé, il est déjà contaminé par la maladie, ce qui n'est pas le cas dans la timeline du présent. Donc voilà, on se doute bien qu'il y a quelque chose avec ce personnage. Mais par ailleurs, la réalisatrice décide de laisser planer le doute par rapport à ça, mais alors qu'il n'y en a aucun.
Enfin, je sais pas, mais déjà dans cette séquence de repas, il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Moi, elle m'a un petit peu sorti du film. Déjà parce que le manège avec la présence d'Amine qui n'est pas relevé par le reste de la famille, moi, je le trouve un peu grossier. Et toute cette scène, je la trouve un peu artificielle dans les dialogues, dans ce qui se joue entre les personnages. J'ai l'impression de les voir jouer à une espèce de famille heureuse. Tu vois, à travers les interactions, les dialogues, les blagues qui sont balancées. Et j'ai l'impression qu'elle sert un peu de prétexte à tout ça. Et par-dessus, une musique qui est très forte. Alors, il y a tout un jeu autour du mixage du son dans le film qui parfois fonctionne très bien et parfois pas du tout. Dans cette scène, la présence de la musique assourdit vraiment jusqu'à effacer les dialogues. Donc, je comprends pas. J'ai presque la sensation qu'elle renie sa scène et qu'elle essaye de la sauver en rajoutant une musique très forte par-dessus. Mais voilà, moi, j'ai une sensation un peu bizarre dans cette scène qui me sort un peu du film. Et surtout, elle dure un moment et je comprends pas trop pourquoi, alors que j'ai très vite saisi ce qu'elle voulait me dire à travers cette séquence. J'ai l'impression qu'il y a certaines scènes qui sont écrites, qui servent de prétexte. Voilà, elle a besoin d'avoir un élément dans son récit, donc elle fabrique une scène dont j'ai une sensation un peu artificielle qui en découle. Moi, je pense également à une autre scène, c'est celle où Alpha croise son professeur d'anglais à l'hôpital au moment d'aller faire ses tests ou recevoir ses résultats, je sais plus. Et je trouve que c'est complètement improbable qu'elle croise son professeur avec son compagnon à ce moment-là dans le récit. Et j'ai la sensation que cette scène, elle sert juste à ce que Alpha croise le compagnon malade de son prof. Et voilà, j'ai vraiment une sensation d'artificialité à ce moment-là. Et je le retrouve à plusieurs moments dans le film. J'ai l'impression que Julia Ducournau balance pas mal de pistes et qu'elle essaye de relier les points un petit peu à la manière de sa scène d'introduction. Et voilà, j'ai cette sensation d'artificialité dans la construction du récit, dans l'écriture de son scénario, et même jusqu'à l'écriture de certains dialogues que parfois je trouve vraiment en dessous et qui emmène un petit peu l'interprétation parfois, qui fait décrocher un petit peu l'interprétation des acteurs à certains moments. Je suis d'accord qu'il y a peut-être l'impression d'une collection de scènes. Moi, quand je rentre dans une scène, j'ai souvent un peu une forme de doute sur pourquoi on est là, est-ce que vraiment c'était nécessaire et tout. Mais par contre, après, une fois que j'y suis, je me sens bien dans la scène et j'ai envie que ça continue, que ça se déroule. Et j'aime bien les idées visuelles et même narratives qu'elle trouve dans chacune des scènes. Donc je suis d'accord avec la scène du professeur. Au début, je me suis dit effectivement quelle coïncidence. Et en même temps, je trouve qu'elle est quand même bien conduite. Une fois qu'on passe ce détail qui peut paraître vraiment une trop grosse coïncidence, je trouve qu'on rentre plutôt bien dans les enjeux. Et ce professeur, même s'il a pas beaucoup de scènes, il m'a quand même touché. Donc je trouve qu'elle a quand même une façon de trouver des aspects à ces personnages qui les rendent crédibles et entiers. C'est pas des personnages fonction, en tout cas pas totalement. Et je reviens 2 minutes sur l'écriture des personnages. Tu disais qu'il n'y a pas de personnage fonction. Moi, je trouve quand même que si. Notamment le petit copain de Alpha. Voilà, je trouve que ce personnage, il n'a aucun intérêt à part celui d'amener Alpha à certains endroits où la réalisatrice a besoin d'aller. D'ailleurs, je comprends pas du tout tous ces revirements, puisqu'à un moment donné, il l'embrasse alors qu'il sait déjà qu'elle est en train de faire des tests par rapport à la maladie. Il y a déjà des bruits qui circulent sur ça dans la classe. Donc, je comprends pas pourquoi
Là, à ce moment-là, il l'embrasse, alors que quelques moments après, il change complètement de comportement en ayant peur de ce qu'il a fait, etc., pour à la fin être soulagé par le fait que les résultats ont montré qu'elle n'était pas porteuse de cette maladie. Donc voilà, donc ce personnage est là juste pour amener Alpha à certains endroits, et ça, je trouve ça un peu problématique. Et ça rejoint ce que je te disais sur les différentes pistes que j'ai l'impression que Julia Ducournau lance sans aller au bout de toutes ces pistes. Le film semble surfer un peu sur plusieurs genres. On a à la fois sur le film de maladie, de contamination, le film de fantôme. Il y a aussi tout un aspect coming of age, qui est un genre que Julia Ducournau a beaucoup traité, notamment dans Grave, dans Junior. Je retrouve pas mal d'éléments de son court-métrage Junior dans le personnage d'Alpha, dans sa caractérisation et dans les quelques séquences au collège. Mais tout cet aspect, finalement, je le trouve assez vite balayé. Je ressens pas véritablement de montée en puissance dans ces scènes au collège où les autres élèves commencent à suspecter Alpha et donc du coup la mettre à l'écart, la rejeter. Je retrouve pas le côté viscéral que j'avais dans le même genre de scène qu'il pouvait y avoir dans Grave, où justement il y avait cette monstruosité qui pouvait ressurgir à certains moments qu'elle n'arrive pas à contrôler et à refouler. Je retrouve pas cette même panique, alors que justement je la retrouve dans la séquence. Je retrouve cette sensation viscérale dans la séquence de la piscine. Donc je me dis à la rigueur, pourquoi ne pas avoir juste laissé la séquence de la piscine ? Je trouve qu'en fin de compte, elle se suffit à elle-même, elle suffit à raconter cette paranoïa autour de la suspicion, autour de la mise à l'écart d'un personnage que tout à coup on va considérer comme un monstre. Et je trouve qu'il n'y avait pas forcément besoin de ces autres scènes qui me paraissent un peu en dessous de ce qu'elle avait l'habitude de construire. Moi, je trouve le personnage de petit copain au collège plutôt intéressant parce qu'il est ambivalent quand même. Il a ses craintes, en même temps il a ses désirs qui se mélangent et en même temps il fait des trucs complètement risqués. Avec il y a un twist, mais il a eu une pratique à risque lui aussi. Et donc moi je trouve ça assez intéressant parce que ça raconte quand même comment les jeunes garçons à cet âge sont à la fois totalement dans des obsessions et en même temps peuvent avoir aussi des failles, des faiblesses. Donc moi ce personnage je le trouve plutôt sympathique et plutôt bien interprété. Et après je suis d'accord que au collège il y a une arche qui patine un peu. On a l'impression que c'est pas mal de redites sur le côté harcèlement. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une inventivité dans tous les moments où on va dire la réputation d'Alpha va jouer contre elle au volley avec un ballon qui devient contaminé. Et moi, c'est dans ces petits gestes aussi où je trouve qu'il y a comme une intelligence de l'écriture où ça passe quand même beaucoup par la mise en scène et pas forcément par le dialogue. Mais peut-être que c'est un peu long et que c'est en ça que si t'es une réalisatrice palmée, peut-être ton monteur il a un peu du mal à te dire coupe ici, coupe là. Mais moi j'ai plutôt de la sympathie pour toutes ces scènes. Mais c'est vrai qu'elle a pas les dialogues les plus fluides et que sans doute ça tient au talent des acteurs de renom qu'elle emploie même pour des rôles assez secondaires qui arrivent, je trouve quand même bien à délivrer leur texte. Et de toute façon, moi Julia Ducournau, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt une réalisatrice visuelle avant d'être une scénariste. Donc c'est pas forcément ça que je vais chercher dans son cinéma, du texte, du beau texte. C'est pas forcément une belle pièce de théâtre qui m'intéresse. C'est plutôt quelles sont les images fortes que je vais retenir du film et les sensations, surtout associées aux personnages qui traversent des choses plus ou moins difficiles. Et il y a plein de scènes qui scénaristiquement ne servent à rien. Par exemple, quand Alpha elle est sur l'échafaudage au début du film et qu'il y a une sorte de tempête qui arrive et que elle s'agrippe de toutes ses forces, oui, peut-être au début je me dis ok, elle y va un peu fort, peut-être que la tempête elle est pas si impressionnante et en même temps dès que j'ai enlevé ce doute, je trouve que la séquence est très forte et
et qu'on est avec le personnage dans ce moment un peu hors du temps, qui est une épreuve en soi. Où il y a un autre moment où elle se fait une sorte de cauchemar et on dirait que le plafond se descend jusqu'à elle, jusqu'à l'écraser. Et ça, je trouve que c'était une très belle idée visuelle qui était très bien rendue. Et tu pourrais dire que la scène n'apporte rien au scénario, et pourtant je trouve qu'elle apporte à l'histoire, au sens où on vit avec les personnages qui traversent intérieurement. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'ai la même sensation que toi. Et pour revenir sur le personnage de Finnegan Oldfield, le professeur d'anglais, cette dernière scène où on le voit, il se joue quelque chose d'assez poignant. Au début de la scène, justement, je me dis, oula, merde, je sens où ça va aller. Je le vois qu'il va un petit peu craquer avant d'entrer dans la salle de classe. Et je me dis, merde, je vois le truc. Je me dis, putain, ça va être encore une scène un peu cliché. Et finalement, dans son interprétation, il apporte une justesse. Et il y a ce chant contre chant avec Alpha qui, au final, je trouve assez bouleversant. Donc, je suis d'accord. Il y a souvent des débuts de scène qui paraissent construits avec des gros sabots et qui, au final, dans leur développement, qui basculent dans quelque chose d'assez profond émotionnellement. Et oui, je te rejoins là-dessus. Elle le doit principalement à l'interprétation de ces comédiens qui sont tous vraiment remarquables. Et je suis d'accord dans ce que tu développes dans la deuxième partie de ton vocal, sur le fait que Julia Ducournau est peut-être davantage une réalisatrice de l'image plus que de la parole. Et ouais, là, ce film, elle le montre vraiment parce qu'il y a un déséquilibre entre tout ce qui est très écrit, en termes de dialogue, qui sont parfois très explicatifs, et les séquences qui sont de l'image pure et qui sont tournées davantage vers la sensation. Tu as décrit ces deux scènes de rêve et je te rejoins totalement. Il y a un côté très viscéral et en fait, lorsqu'elle passe par la mise en scène, elle arrive à faire passer des idées bien plus subtiles, bien plus profondes. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être qu'elle n'a pas besoin de tout ce remplissage de toutes ces péripéties qui s'enchaînent, qui au final affaiblissent un petit peu parfois la portée du film. Et quand elle se concentre uniquement sur la mise en scène et sur ces séquences très visuelles, là je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose et que le film décolle. Moi je pense aussi à la séquence de la piscine, je la trouve incroyable. Et bon, beaucoup l'ont noté, c'est une référence assez évidente à Carrie de Palma, mais c'est une redite qui est absolument géniale parce que c'est pas juste une citation pour la citation, ça l'emmène ailleurs, ça vient réactiver un imaginaire qu'on connaît autour du coming of age, mais qui en plus de ça réactive notre imaginaire collectif autour de la paranoïa liée à l'épidémie du sida. Il y a cette image du sang qui se répand dans l'eau et la caméra qui remonte, qui sort de l'eau pour s'élever avec tous les élèves qui fuient Alpha, qui se retrouvent au centre de l'image. Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement fort et une idée implacable qui s'impose à nous de manière indiscutable. Voilà, on n'a rien besoin d'autre que l'image pour comprendre ce qu'elle essaye de nous raconter à ce moment-là. Et je parlais du son tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est une utilisation du mixage qui est vraiment maîtrisée, puisqu'on part sous l'eau avec un son qui est ouaté, les bruitages qui sont masqués, puis qui sort lorsque la caméra sort, d'un coup, le son reprend sur les cris des élèves. Voilà, là, il y a quelque chose, il y a une parfaite maîtrise de tous les outils et du langage cinématographique pour aller exprimer cette idée, quoi. Et puis il y a aussi le bruitage quand elle se cogne la tête contre le rebord de la piscine. Moi, il y a toujours ça. C'est Julia Ducournau, elle arrive vraiment toujours à te faire passer notamment par le bruitage, par le montage, la violence du choc. Et voilà, à chaque fois qu'elle veut te faire ressentir la douleur, elle y arrive d'une manière assez géniale, quoi. Tu vois, je parlais de déséquilibre et selon moi, ça résume bien ce que je pense du film, parce que d'un côté, je reste un petit peu sur ma faim avec certaines séquences de body horror, notamment celle du collège. Mais par contre, je retrouve une certaine forme d'intensité dans d'autres séquences
notamment une en particulier, celle où Golshifteh Farahani est en train de sculpter le dos pétrifié de Tahar Rahim. Bah, tu vois, dans celle-ci, je retrouve le côté très viscéral par rapport à la douleur qu'elle arrive à me faire ressentir. À l'issue de cette séquence, moi, il y a vraiment quelque chose qui se fracture en moi et je suis pas bien. Et là, tu vois, je retrouve Julia Ducournau, je retrouve toutes ces obsessions liées au corps, liées à la douleur et surtout une parfaite maîtrise technique de la manière dont elle arrive à nous transmettre cette sensation de douleur. Une sensation de vertige qui découle de cette douleur liée au corps. Il y a quelque chose qui m'interroge parce que tu dis je retrouve Julia Ducournau, mais j'ai rapidement revu du coup Grave et Titane, et je trouve que c'est dans Alpha où il y a le plus de moments que tu décris très bien sur cette sensorialité et cette appréhension de la douleur. Donc ouais, je m'interroge sur peut-être une forme d'aura qu'elle a acquise avec le temps et qui peut-être dépasse la réalisation de ces 2 précédents films. Parce que c'est une personnalité qu'on a mise en avant, et qui aussi est assez à l'aise en interview pour raconter cette sensorialité et comment elle peut peut-être s'inscrire dans une histoire du cinéma avec Cronenberg et le body horror. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est avec Alpha qu'elle, à la fois, elle poursuit et elle augmente le nombre de scènes et leur intensité sur cette sensorialité, et en même temps qu'elle s'émancipe aussi de la tutelle de David Cronenberg, avec un cinéma qui n'est pas forcément horrifique, mais qui reste sensoriel. Donc voilà, je sais pas si toi, t'as pu un peu réfléchir à tout ça, et qu'est-ce que ça t'évoque ? C'est vrai que ce que tu me dis, ça m'interroge pas mal sur les impressions qui me restent de ces films. C'est vrai que je les ai pas revus depuis un petit moment, donc ça reste une comparaison un peu subjective pour moi. Mais ouais, effectivement, j'ai ce souvenir que Grave et Titane étaient davantage tournés vers le body horror et que, comme tu dis, elle prolonge ses obsessions formelles dans Alpha. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on est davantage dans un registre fantastique que purement horrifique. Alors, il faudrait peut-être se livrer à un exercice arithmétique un peu vain pour comparer tout ça, mais ouais, moi je te dis, je garde en mémoire davantage de séquences purement body horror dans Grave et Titane que dans Alpha, et surtout avec une intensité beaucoup plus importante. Alors comme je souffre d'eczéma, peut-être que les séquences de Grave m'ont davantage marqué à ce niveau-là, surtout celle où elle va se gratter la peau jusqu'à s'écorcher. Enfin, il y a tout un tas d'images qui me restent et qui sont assez imprégnées. Tu vois, dans Alpha, je l'ai vu il y a quelques jours, et pourtant je peux pas en citer autant. Je t'ai parlé de la scène de sculptation avec Tahar Rahim, et là encore, tu vois, cette séquence, elle concerne pas directement le personnage principal, qui n'est même pas présent dans la scène. Donc c'est peut-être disséminé de manière un peu plus diffuse dans Alpha, là où dans Grave et Titane, toutes ces scènes impliquaient le personnage principal uniquement et venaient parler d'une métamorphose et d'un processus tourné vers l'intériorité des personnages. D'ailleurs, toutes ces scènes de body horror, elles avaient une dimension presque hallucinatoire. À l'issue de ces séquences, on pouvait parfois se demander si elles avaient réellement existé ou si c'était pas un peu le fruit d'une psyché qui est en train d'être bouleversée. Et dans Titane, c'est la même chose. Moi, je me souviens de cette scène où Agathe Roussel se fracasse le visage contre un lavabo pour modifier l'apparence de son visage. Il y a ensuite les séquences où elle bande son ventre pour masquer sa grossesse. J'ai le souvenir d'avoir transpiré des mains un certain nombre de fois, et c'est pas le cas dans Alpha. C'est pour ça que je te dis que j'ai la sensation de retrouver Julia Ducournau à certains moments et par touche. Alors oui, le film prolonge assez bien toutes ces préoccupations autour de la modification du corps, de la métamorphose, etc., etc. Mais je crois que c'est pas le cœur du film. Alors t'as pas tort, c'est vrai qu'on a tendance à accorder plus d'importance à des scènes qui nous ont marqués, quitte à s'arranger un petit peu avec la réalité. C'est souvent ce qui se passe dans les films d'horreur, où notre imagination vient un petit peu combler les trous laissés par le récit et la mise en scène.
on se fait un petit peu hacker le cerveau par ce qui nous est suggéré dans la mise en scène. Alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je les revoie pour être un petit peu précis sur tout ça. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que Grave et Titane étaient davantage centrés sur cette idée de mutation, de changement du corps et de body horror, alors que dans Alpha, Julia Ducournau va explorer différentes pistes et ne pas tout centrer sur son personnage principal. Même si on a beaucoup dit que tout se passait à travers le regard de l'enfant d'Alpha, mais je sais pas, puisque tu vois, dans ta vidéo, tu parles d'une séquence assez belle dans laquelle on voit Tahar et Alpha qui, dans leur sommeil, convulsent et reproduisent ce qui pourrait s'apparenter à une forme de chorégraphie du corps. À ce moment-là, on est avec Golshifteh Farahani, on est avec la mère qui regarde ça et qui projette ses propres angoisses sur ce qu'elle est en train de voir. Elle est en train de faire une association entre ce qui est arrivé à son frère et ce qui possiblement pourrait arriver à sa fille. On n'est pas sur du body horror à proprement parler, tu vois. Là, on est plus sur du fantastique poétique. Et encore une fois, cette séquence, elle accompagne pas l'intériorité d'Alpha, mais celle de la mère. Donc, même si en interview, Julia Ducournau met l'accent sur cette focalisation sur le personnage d'Alpha et sur ce point de vue, moi, en voyant le film, j'ai une sensation un peu plus éclatée que ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas seulement sur le point de vue de l'enfant, c'est aussi celui sur le point de vue sur la mère. C'est un peu comme ce que je disais dans le résumé, deux lignes qui finissent par converger, deux timelines, mais aussi deux points de vue qui finissent par converger comme les deux lignes de la lettre A au sommet. Et je pense que c'est peut-être effectivement une forme de simplification de dire que c'est le point de vue de l'enfant pour essayer que les gens aient au moins une accroche avec laquelle rentrer dans le film. Après, pour revenir sur ce que tu disais sur le body horror et les attentes qu'on peut avoir sur le style de Julia Ducournau, justement ce que je dis dans ma vidéo, ce qui m'a fait réagir quand tu disais je retrouve Julia Ducournau, c'est de distinguer son style du body horror. Je pense qu'il y a eu un peu une méprise quand on a dit tout de suite, on a voulu la cataloguer en disant Julia Ducournau égale body horror égale David Cronenberg. Et pour moi, en revoyant ces deux premiers films et en voyant Alpha, je pense qu'il y a des points d'intersection, mais c'est pas seulement cette case dans laquelle elle peut totalement se mettre. Je qualifie un peu en rigolant son style de maso et de empathique à la fois. Et à mon avis, c'est un peu plus juste que body horror. Body horror, ça charrie peut-être l'impression de devoir créer un seul type d'émotion, un seul type de sensation à partir d'images fortes et négatives, alors que cette notion d'empathie et reliée à la sensualité, elle permet aussi d'ouvrir à des questions plus positives. Donc j'ai l'impression que Julia Ducournau, elle est intéressée à la douleur comme moyen de transmettre une intériorité, et donc comment ça permet de rentrer en contact vraiment avec les personnages et comment les personnages eux-mêmes arrivent à être mis en empathie les uns avec les autres grâce à cette douleur qui est assez facilement communicable. Après voilà, c'est peut-être un débat du sexe des anges ou derrière de mouches, mais en tout cas ça me semble intéressant d'essayer de l'accompagner dans cette différence, parce que elle aurait pas fait Alpha si elle était contente de cette catégorie body horror, si elle était juste heureuse d'être l'héritière de David Cronenberg. Donc je crois que c'est quand même intéressant de la prendre au sérieux sur ses envies peut-être d'autres genres. Et pour moi, je retrouve Julia Ducournau, même si c'est pas du body horror. Donc je suis d'accord avec toi, ce n'est pas du body horror, et en même temps, je pense qu'on retrouve quand même Julia Ducournau. Donc je suis d'accord et pas d'accord. Ouais, tu vois, c'est pour ça que j'attendais que tu me répondes quand je t'ai un petit peu relancé autour des obsessions sur le corps. Je savais que tu allais en parler mieux que moi. Je suis pas allé aussi loin dans cette réflexion et je trouve que tu en parles très bien. Moi, je suis totalement en phase avec cette notion que tu as développée là, le masochisme empathique. Avec Julia Ducournau, on est dans quelque chose de beaucoup plus empathique, une volonté de partager cette expérience de la douleur qui passe du personnage au spectateur. On est davantage dans de la compassion, mais pas une compassion, pas dans le sens moral de la compassion, mais plutôt dans l'idée de souffrir avec. En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'elle essaye de développer, c'est surtout
le regard qu'elle pose sur ces corps en souffrance, on n'est pas dans un regard qui pourrait être complaisant ou alors un peu pervers qui va venir se nourrir de cette violence et de cette souffrance. Au contraire, on est dans un rapport beaucoup plus égalitaire où l'expérience de la souffrance qui est endurée par le personnage va devenir également une forme d'expérience initiatique pour le spectateur. Il y a encore un truc que je veux aborder et je ne sais pas si tu auras envie d'en parler ou peut-être que tu voudras conclure directement après ça, mais c'est tout ce qui concerne le vent rouge. À plusieurs moments dans le film, les décors extérieurs sont plongés dans ce qui s'apparente à une tempête de sable rouge. Au-delà de la dimension onirique que ça installe dans le film, on a l'impression d'une toile de fond ou d'une piste, encore une fois, qu'elle ébauche sans vraiment trop la développer, qui va se conclure d'une manière assez touchante, je trouve. Ce vent rouge, il est associé à la culture kabyle des grands-parents. Et là aussi, ça rejoint ce que je te disais sur la culture qui se transmet ou pas d'une génération à une autre. Et à un moment donné, on comprend que c'est également au cœur d'un enjeu et de conflits générationnels entre les grands-parents et la génération de la mère et de Amine. Il y a quelque chose autour de la croyance, là où le personnage de la mère est un personnage plus pragmatique. Elle a choisi la médecine, donc elle s'est détournée de ces croyances-là, et à un moment donné, elle va se retourner vers cette croyance dans une forme de désespoir. Et à ce moment-là, moi, j'ai une forme de crainte où je me dis, j'espère qu'elle va pas expliquer ou justifier l'existence de la maladie par cette croyance autour du vent rouge. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe dans la fin du film que je vais pas dévoiler. Je vais essayer d'en parler en restant le plus vague possible. Dans cette dernière séquence, en plus de composer une ambiance presque onirique et quasiment post-apocalyptique, je trouve qu'il y a une force graphique qui en découle, qui est assez fascinante et qui vient donner une conclusion symbolique assez déchirante à cette présence du vent rouge. À ce moment-là, on se rend compte que cette omniprésence du vent vient symboliser une forme de mémoire de tous ces disparus qui plonge les personnages dans un brouillard quasi permanent. Et là encore, on peut se poser la question de la réalité de ce vent. On peut se demander si il est vraiment là ou si c'est finalement la matérialisation d'une psyché qui est constamment embrumée, hantée par la présence de ces fantômes. Et cette portée symbolique à la fin, moi, elle m'a vraiment roulé dessus. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était une métaphore qui était vraiment bien trouvée parce qu'elle raconte énormément de choses dans une vision poétique très simple. Et c'est un hommage extrêmement touchant à tous ces fantômes qui peuplent d'une certaine manière notre mémoire collective à tous. Et je crois que dans ta vidéo, tu disais que Alpha, c'était peut-être le film de Julia Ducournau que tu préfères. Et je crois que malgré toutes les faiblesses que je peux lui trouver, je suis pas loin de penser la même chose. Parce que quand je pense à Grave et Titane, j'ai le souvenir de films beaucoup plus resserrés, beaucoup plus intellectualisés, peut-être même un peu plus froid dans ce qu'elle veut raconter ou peut-être dans la maîtrise qu'elle a à développer toutes ces thématiques. Et je vois dans Alpha un geste beaucoup plus sincère, enfin non, pas sincère, c'est peut-être pas le mot, parce que je voudrais pas sous-entendre qu'elle l'est pas dans Grave et Titane, mais j'ai une sensation, je la trouve connectée à une forme d'émotion beaucoup plus directe, un peu moins réfléchie, intériorisée. Et c'est peut-être pour ça, quelque part, qu'il est aussi inégal. Il y a une forme de générosité, en fait, dans le film. Et c'est pas pour me déplaire. J'ai plutôt envie de récompenser la générosité plutôt qu'un film qui aurait du mal à lâcher les chevaux. Et voilà, quelque part, je la sens assez investie dans son sujet. Le film résonne directement avec quelque chose de sensible en moi. Là où dans Grave et Titane, j'ai l'impression que ça s'adressait plus à mon intellect. Donc ouais, le film est un peu boursouflé, mais moi, ça me le rend sympathique. Et quelque part, je crois que c'est le film de Julia Ducournau qui m'a le plus bouleversé. Moi, je parlerais beaucoup moins bien du vent rouge, comme tu en parles.
et de la transmission culturelle. Mais sur la fin, justement, j'ai un léger bémol avec le film, c'est que je trouve qu'elle n'arrive pas à finir de manière satisfaisante, en fait, d'avoir la bonne coupe. J'ai d'abord l'impression qu'elle veut finir avec une phrase de scénario où elle s'adresse à un personnage, Gauchité Farahani, pour lui dire au revoir, et elle s'adresse presque face caméra, mais on comprend que c'est une adresse au personnage à qui elle dit au revoir. Donc ça, c'est plutôt la fin du scénario, on va dire. Ça pourrait vraiment cutter là. Et de l'autre côté, il y a une sorte de fin plus pour la mise en scène pure, où il n'y a plus du tout de dialogue. Et on est dans ce fameux vent rouge, avec une scène de fin qui rappelle une des affiches ou une des images qui a pas tourné en ligne. Et là, je vois encore peut-être, pas une faiblesse, mais en tout cas une envie à la fois de finir le scénario et par la mise en scène qui est un peu en décalage l'une et l'autre. Je pense qu'elle pourrait aller plus droit au but en choisissant juste une des deux fins. Et comme j'ai l'impression que c'est plus une cinéaste visuelle qu'une scénariste, je pense qu'elle aurait pu tout de suite aller à la deuxième fin sans passer par la phrase qui explicite un peu trop. Après, je comprends aussi pour des questions de financement et de compréhension du réseau de l'équipe. Parfois, il faut écrire et il faut tourner ces scènes-là, mais c'est peut-être plus au montage où elle aurait pu l'enlever. Et maintenant, Mr. C, ne serait-il pas temps de conclure ? Et pour conclure, moi j'ai beaucoup apprécié ton analyse tournée vers la transmission culturelle et quand ça bloque aussi avec la plus jeune Alpha. C'est quelque chose que j'avais pas du tout vu et qui se marie très bien au reste des grilles de lecture qu'on a évoquées. Donc je te remercie pour ça, parce que ce que je trouve vraiment enthousiasmant quand on échange, c'est d'ajouter une dimension à un film qu'on a vu, plus que peut-être de discuter à quel point on a apprécié ou pas apprécié, même si ça fait partie de l'exercice et c'est sympa, c'est marrant. Mais voilà, ce que je préfère, je pense, c'est quand on se complémente. Et toi, qu'est-ce que tu dirais pour conclure ? Je suis d'accord, je trouve que nos discussions viennent toujours un petit peu enrichir et surtout compléter, comme tu dis, la compréhension qu'on peut avoir d'un film. Et surtout, parfois, ça me permet de mettre des mots que j'arrivais pas à trouver sur des sensations que j'ai pu ressentir. Et pour conclure, je crois que j'aimerais revenir sur l'accueil critique qu'a reçu le film, parce que je trouve qu'on a peut-être été un peu trop dur avec Julia Ducournau. Quand je dis on, c'est un on collectif. Peut-être que la critique a parfois besoin de cibles à abattre, surtout quand il s'agit de cinéastes très vite adoubés par les institutions. Ça m'a un peu rappelé ce qui s'était passé avec le cas Xavier Dolan. En tout cas, pour ma part, Alpha me donne envie de continuer à voir des films de Julia Ducournau et de revoir ses anciens. Et puis surtout de voir comment elle va rebondir après ça. Parce que je pense vraiment que ce sera un film qui gagnera à être réévalué dans quelques années.